Russie, 1812. Napoléon envahit son ancien allié avec la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue. Mais pour l'empereur français, le coup décisif reste frustramment hors de portée. La résilience de la Russie ne ressemble à rien de ce qu'il a déjà connu. Et alors que l'hiver approche, son armée entame la retraite la plus infâme de l'histoire. En 1807, après la défaite de l'armée russe à Friedland, Napoléon s'était rendu à Tilsit afin de rencontrer l'empereur russe Alexandre. Au cours de leur célèbre rencontre, les deux empereurs se lièrent d'amitié et conclurent une alliance. Mais cela ne devait pas durer. Au cours des 5 années suivantes, les relations entre la France et la Russie se sont considérablement refroidies. Les Russes étaient irrités par la création par Napoléon d'un duché de Varsovie en Pologne, qu'ils considéraient comme une ingérence dans leur zone d'influence. Ils craignaient que cela ne conduise au retour d'un État polonais à part entière, une épine traditionnelle dans le pied de la Russie. Il y eut ensuite la proposition de Napoléon d'épouser la sœur d'Alexandre, la grande duchesse Anna Pavlovna, pour consolider leur alliance. Mais les Romanov détestèrent l'idée, et après un an de tergiversation russe, Napoléon épousa à la place Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche. Plus tard cette année-là, Napoléon rompit une garantie faite à Tilsit et annexa le duché d'Oldenbourg, gouverné par le beau-père de la sœur d'Alexandre. Mais le pire de tout fut le conflit autour du système continental. Le blocus économique peu efficace de Napoléon contre la Grande-Bretagne, conçu pour paralyser son ennemi le plus acharné. Alexandre avait accepté de rejoindre le système continental à Tilsit. Mais cette décision était extrêmement impopulaire en Russie et ruineuse pour ses finances en période de crise économique. Lorsque Napoléon découvre que la Russie bafoue les règles du système et reprend un commerce illicite avec la Grande-Bretagne, il est furieux. Les deux empereurs s'accusant mutuellement de mauvaise foi, les deux pays commencent à se préparer à la guerre. Napoléon savait qu'une invasion de la Russie était une entreprise de grande envergure, d'autant plus qu'il lui restait une guerre inachevée en Espagne, qui mobilisait plus de 200 000 soldats. Néanmoins, en 1811, il commença à rassembler la plus grande armée que l'Europe ait jamais connue. Environ 600 000 hommes. Moins de la moitié d'entre eux étaient français. Le reste venait des États alliés de toute l'Europe. Il y avait un corps polonais du duché de Varsovie, dirigé par le prince Poniatowski, un corps de chacun des royaumes allemands de Saxe, de Westphalie et de Bavière, du royaume d'Italie, ainsi que des unités suisses, hollandaises, croates, espagnoles et portugaises dispersées dans l'armée. Il y avait même des contingents de Prusse et d'Autriche, les récents ennemis de la France, désormais des alliés incertains. Certaines de ces troupes alliées, comme les Polonais et les Allemands, étaient aussi fiables que leurs homologues français. D'autres étaient très inexpérimentés, ou comme les Prussiens et les Autrichiens, tout bonnement réticents d'être là. Cette formation gigantesque était déployée en 3 armées. La force principale sous Napoléon lui-même, une autre dirigée par son beau-fils Eugène, vice-roi d'Italie, et une 3e dirigée par son frère cadet Jérôme, roi de Westphalie. Aucun d'eux n'était un commandant expérimenté. Bien que l'un se soit distingué en campagne, l'autre non. Sur leur flanc gauche, le maréchal MacDonald dirigeait le 10e corps avec un important contingent prussien, alors que le flanc droit était gardé par le corps autrichien du général Schwarzenberg. 100 000 autres soldats étaient en réserve, dont le 9e corps du maréchal Victor. Au départ, les Russes ne disposaient que de 220 000 hommes pour affronter ce monolithe. Les Russes sont organisés en la 1re armée de Barclay de Tolly, la 2e armée du prince Bagration et la 3e armée du général Tormazov.
ils seront 2 fois moins nombreux que leurs ennemis. Mais à l'approche de la guerre, la Russie remporta 2 triomphes diplomatiques cruciaux. La Suède était en guerre avec la Russie 3 ans plus tôt, un conflit qui lui avait coûté la Finlande. Par un curieux retournement de situation, la Suède était désormais dirigée par l'ancien maréchal de Napoléon, Bernadotte. Mais après que Napoléon ait occupé la Poméranie suédoise sans avertissement, Bernadotte furieux promit à la Russie que la Suède resterait neutre. Entre-temps, un traité de paix avec l'Empire ottoman mit fin à la guerre de 6 ans de la Russie contre son rival du Sud. Ces 2 accords protègent les flancs de la Russie de toute menace stratégique et libèrent des troupes pour faire face à l'invasion de Napoléon. Le 24 juin 1812, les troupes françaises commencèrent à traverser le Niémen et pénétrèrent en territoire russe. L'armée était si nombreuse que la traversée dura 5 jours. Le plan de Napoléon était d'attaquer au nord des marais infranchissables du Pripet et de vaincre l'armée de Barclay, tandis que Jérôme immobiliserait Bagration. Les forces françaises se dirigeraient ensuite vers le sud pour piéger Bagration. Napoléon s'attendait à ce que la campagne soit terminée en 5 semaines. Mais la taille de l'armée française convainquit Barclay, prudent, que la retraite était sa seule option. Le prince Bagration, un commandant beaucoup plus agressif par instinct et souvent un critique féroce de Barclay, fut forcé d'accepter. En se retirant, ils brûlèrent villages et récoltes. Une stratégie de la terre brûlée, pour empêcher l'ennemi de s'approvisionner. En 4 jours, Napoléon avait atteint Vilnius. Mais Barclay était parti. Au sud, Jérôme ne parvint pas à croiser Bagration. Donc lorsque le premier corps de Davout se dirigea vers le sud-est pour le piéger, les Russes s'étaient déjà échappés. Le frère cadet de Napoléon était complètement dépassé. Piqué au vif par les critiques de l'empereur, humilié lorsque ses troupes furent placées sous le commandement du maréchal Davout, il démissionna de son poste et retourna en Westphalie. La campagne commençait déjà à révéler de graves failles dans le plan de Napoléon. Sachant que ses troupes auraient du mal à vivre de la terre dans cette région pauvre, il avait organisé d'énormes dépôts de ravitaillement et des unités de transport pour nourrir l'armée. Mais les chariots roulaient lentement sur les mauvaises routes de Russie, qui se transformaient en rivières de boue lors des orages d'été. L'armée devait faire de fréquents arrêts pour permettre à ses ravitaillements de rattraper son retard. Une mauvaise nouvelle pour le plan de Napoléon visant à rattraper les Russes, mais un soulagement pour les jeunes conscrits de son armée, peu habitués à des marches difficiles jour après jour. Beaucoup abandonnèrent bientôt par épuisement. D'autres désertèrent. Il y avait aussi d'énormes problèmes de commandement, ainsi que de contrôle d'une vaste armée multinationale 3 fois plus nombreuse que toutes celles que Napoléon avait commandées auparavant. La Grande Armée, autrefois célèbre pour sa rapidité de manœuvre, était devenue une bête lourde. Après une pause pour se reposer et se regrouper à Vilnius, Napoléon reprend son avance. Barclay continue sa retraite vers Vitebsk, où il espère que la 2e armée de Bagration pourra le rejoindre. Mais Davout bloque la route de Bagration à Saltanovska, le forçant à se diriger sur Smolensk. À Vitebsk, Napoléon affronte l'arrière-garde de Barclay. Mais une fois de plus, les Russes s'échappent après avoir incendié tous les magasins qu'ils ne pouvaient emporter avec eux. Pendant ce temps, à 480 km de là, sur le flanc sud de Napoléon, la 3e armée russe attaque et défait le 7e corps saxon, forçant Napoléon à détourner le corps autrichien de Schwarzenberg afin de l'aider. À la fin du mois de juillet, Napoléon a avancé de 400 km en Russie, bien plus loin que ce qu'il n'avait prévu. Et les longues marches dans une chaleur estivale extrême continuent de faire payer un lourd tribut à ses hommes. Sans avoir livré de bataille majeure, l'armée de Napoléon avait déjà subi 20% de pertes, d'épuisement et de maladies,
notamment le typhus et la dysenterie. L'armée était entrée en Russie avec 250 000 de chevaux, mais ils mouraient désormais au rythme d'1 millier par jour, d'épuisement et de manque de fourrage. Ce ne sont pas seulement les chevaux de cavalerie qui mouraient, mais ceux-là même qui étaient censés tirer les chariots de transport de l'armée, ce qui aggravait encore la situation. Cette crise de puissance des chevaux est survenue au moment même où la cavalerie légère française, les yeux et les oreilles de Napoléon, rencontrait son adversaire, les Cosaques russes. Les Cosaques, autonomes, fiers, impitoyables et excellents cavaliers. Ils ne suivaient pas les mêmes règles que les autres cavaliers européens. Chaque jour, ils suivaient l'armée de Napoléon, fondant sur elle dès qu'elle voyait une cible facile. Mais se fondant dans les forêts s'ils étaient attaqués par une force plus forte. Les Cosaques, ainsi que les partisans russes, lancèrent des attaques éclairs sur les lignes de ravitaillement et les dépôts français, forçant Napoléon à détourner des milliers de soldats pour leur défense. Aux côtés de la cavalerie légère russe régulière, ils empêchèrent également aux patrouilles françaises d'effectuer des reconnaissances, ce qui signifiait que Napoléon manquait souvent d'informations fiables sur les routes ou sur les localisations de l'ennemi. Napoléon resta 16 jours à Vitebsk, laissant reposer ses troupes et contemplant ses options. Parmi ses nombreuses préoccupations croissantes figurait la sécurité de ses longs flancs exposés. Mais à Vitebsk, il reçut la nouvelle que Schwarzenberg avait vaincu les Russes à Gorodetchna. Une semaine plus tard, à Polotsk, une force franco-bavaroise battit le premier corps russe de Wittgenstein. Les flancs de Napoléon étaient sécurisés, pour le moment. Bien que sa force principale ait été réduite de plus de la moitié de sa force initiale, Napoléon décida de pousser jusqu'à Smolensk et de forcer les Russes à une bataille décisive pour la ville. Barclay était en effet sous pression pour livrer bataille, de la part de son camarade commandant le prince Bagration et l'empereur Alexandre à Saint-Pétersbourg. Le moral de l'armée et l'honneur de la Russie l'exigeaient, insistait-il. Les premières et deuxièmes armées russes ayant finalement rejoint Smolensk, Barclay décida d'attaquer l'armée de Napoléon, qu'il croyait concentrée autour de Rudnia. L'offensive fut menée par les Cosaques du général Platov, qui surprirent une division de cavalerie française à Inkovo. Mais, alarmé par de fausses informations selon lesquelles le 4e corps d'Eugène le débordait au nord, Barclay annula l'attaque. Napoléon, rassuré que l'offensive de Barclay ne représentait pas une menace réelle, entreprit un grand mouvement de débordement vers le sud pour prendre Smolensk et couper la retraite russe. La célèbre manœuvre de Smolensk est un exemple brillant de la stratégie napoléonienne, utilisant la cavalerie de Murat pour masquer ses mouvements et maintenir Barclay dans l'ignorance. L'empereur atteignit le Dniepr le soir du 13 août. Ses ingénieurs construisirent rapidement 4 ponts flottants et à l'aube du lendemain, son armée avait traversé le fleuve. Le maréchal Davout mena une 2e colonne à l'autre côté du fleuve à Orca. Mais une seule division russe, la 27e, retarda les Français avec une action d'arrière-garde héroïque, battant lentement en retraite depuis Krasny et permettant à Bagration de renforcer la garnison de Smolensk. L'occasion d'un assaut surprise sur la ville fut perdue. Et alors que l'armée russe commençait à se retirer, Napoléon fit preuve d'un manque d'empressement inhabituel, arrêtant même l'armée pour une parade à l'occasion de son 43e anniversaire. Lorsque l'attaque principale sur Smolensk débuta 2 jours plus tard, Napoléon opta pour un assaut frontal. 150 canons français attaquèrent la ville, tandis que 3 corps français attaquaient ses fortifications médiévales. Les Russes résistèrent courageusement. Mais Barclay, craignant d'être encerclé, ordonna une nouvelle retraite. Smolensk était en flammes,
les Russes commencèrent à se retirer. Au moment même où les Français pénétrèrent dans la ville, dans des scènes de dévastation totale. La deuxième armée de Bagration se retira la première. Alors que l'armée de Barclay suivait, son arrière-garde fut prise par le 3e corps de Ney, à Volutino. Le général Junot, commandant du 8e corps westphalien, avait reçu l'ordre de couper la retraite de Barclay. Mais ayant traversé la rivière, il ne fit rien, et l'occasion fut perdue. Un Napoléon furieux jura que Junot ne gagnerait plus jamais son bâton de maréchal. La bataille de Smolensk a coûté aux deux camps environ 10 000 victimes et détruit l'une des villes les plus historiques et les plus saintes de Russie. Mais n'a rien réglé. Après avoir raté l'occasion de vaincre les Russes à Smolensk, Napoléon s'est à nouveau arrêté pour considérer ses options. Ses hommes étaient fatigués et loin de chez eux, et la saison des campagnes était déjà avancée. Il envisageait de passer l'hiver russe à Smolensk et de reprendre la campagne en 1813. Mais il n'était plus qu'à 370 km de Moscou. Un siècle plus tôt, Pierre le Grand avait déplacé la capitale de la Russie à Saint-Pétersbourg. Mais Moscou restait son cœur historique et spirituel, un prix pour lequel les Russes devaient se battre. Napoléon, toujours osant, a décidé de continuer. Les Russes étaient confrontés à leur propre dilemme. L'empereur Alexandre avait vécu une sorte d'épiphanie religieuse cet été-là et avait rallié le peuple russe à la défense du pays, décrivant la guerre contre Napoléon comme une guerre pour sauver la Sainte Mère Russie de l'Antéchrist. Pendant des mois, l'empereur avait reçu des conseils contradictoires, rester et combattre ou battre en retraite. Il décida alors qu'un changement était nécessaire. Le prudent général Barclay conserva son poste, mais l'empereur convoqua le général Mikhaïl Koutouzov pour prendre le commandement général des armées russes. Koutouzov avait été battu par Napoléon à Austerlitz 7 ans auparavant, mais il avait depuis remporté plusieurs victoires contre l'Empire ottoman. Il était un vrai Russe et aimé de ses troupes. Bien que Koutouzov soit d'accord avec la stratégie de retardement de Barclay, il voyait que les retraites constantes détruisaient le moral des soldats et de la nation. Si Moscou était abandonné sans bataille, les conséquences pourraient être désastreuses. Et donc, à 110 km à l'ouest de la ville, près du village de Borodino, l'armée russe se préparait à livrer bataille. L'Europe était sur le point d'assister à l'affrontement armé le plus sanglant des guerres napoléoniennes. Septembre 1812. 10 semaines se sont écoulées depuis que Napoléon a envahi la Russie avec plus d'1 demi-million d'hommes. L'empereur français souhaitait une victoire rapide sur les Russes. Une victoire qui forcerait l'empereur Alexandre à faire la paix et à accepter les conditions françaises. Mais à Vitebsk, puis à Smolensk, l'armée russe, en infériorité numérique, avait échappé de justesse à ses griffes. La ville sainte de Smolensk avait pratiquement été détruite. Napoléon a avancé profondément en Russie. Et des mois de marche ont laissé son armée décimée par la maladie et l'épuisement. Elle n'a plus que la moitié de ses effectifs d'origine et l'été est presque terminé. Mais finalement, à 110 km à l'ouest de Moscou, près du village de Borodino, les Russes se retournent pour lui offrir la bataille. Napoléon a une chance de remporter la victoire décisive qui, selon lui, mettra fin à la guerre.
L'armée russe, commandée par le général Koutouzov, un vétéran de 67 ans et borgne, occupe une position défensive sur les 2 routes principales reliant Smolensk à Moscou. La première armée du général Barclay de Tolly se trouve sur la droite. Son centre étant protégé par la rivière Kalatcha, aux rives abruptes mais peu profondes et facilement franchissables. La deuxième armée du prince Bagration se trouve sur la gauche, une position plus ouverte mais renforcée par d'importants ouvrages de terrassement, la Grande Redoute, et ce que les Français surnomment, en raison de leur forme, les flèches. Une autre redoute avancée de Tchevardino doit retarder l'avancée de l'ennemi. Les historiens contestent toujours la taille de l'armée russe, mais il est probable que Koutouzov avait environ 121 000 hommes et 680 canons à Borodino. Le 5 septembre, l'armée de Napoléon commence à arriver de l'ouest. Environ 130 000 hommes et 585 canons. Napoléon voit rapidement qu'il faut prendre la redoute de Tchevardino avant de pouvoir déployer son armée. Il ordonne donc un assaut immédiat. L'attaque est menée par la 5e division du 1er corps de Compan, appuyée par le 5e corps polonais au sud. Au cours de plusieurs heures de combats acharnés, la redoute change de main plus d'une fois. Mais tard dans la soirée, les Russes finissent par se retirer sur leur ligne principale et la redoute tombe aux mains des Français. Sa capture leur a coûté environ 4000 victimes, tandis que les Russes perdent environ 6000 hommes. Napoléon remarque le peu de prisonniers capturés, un signe inquiétant de la détermination inébranlable de l'ennemi. Les 2 camps passent la journée suivante à se préparer à la bataille. Le maréchal Davout, commandant le 1er corps français et largement considéré comme le subordonné le plus compétent de Napoléon, demande à l'empereur d'utiliser son corps pour lancer une attaque de débordement large vers le sud. Mais Napoléon rejette l'idée, la jugeant trop risquée, et commença à se préparer à la place à un assaut frontal massif sur les défenses russes. Peu après l'aube du 7 septembre, des prêtres orthodoxes défilent devant l'armée russe, ainsi qu'une des icônes les plus sacrées de Russie, Notre-Dame de Smolensk. Ce fut un spectacle émouvant pour de nombreux soldats russes pieux, dont des milliers ne verront pas le soleil se lever. La bataille commence à 6 heures du matin, lorsque les batteries françaises ouvrent le feu avec une canonnade assourdissante contre les défenses russes. Le 4e corps de Gênes avance sur le village de Borodino, légèrement tenu par les chasseurs de la garde impériale russe. Après avoir nettoyé le village, son infanterie traverse la Kalatcha et avance vers la Grande Redoute, mais il est repoussé avec de lourdes pertes. Les Russes brûlent le pont sur la rivière, mais ne lancent pas de contre-attaque. Et Eugène a pu installer des canons dans le village pour tirer de flanc sur la Grande Redoute. Au centre, le 1er corps de Davout entame sa progression vers les flèches, sous un feu nourri. Alors qu'à droite, le 5e corps polonais, chargé de prendre Utitsa, est bloqué dans les bois et les ravins. Leur lente progression permet au 3e corps de Touchkov d'envoyer une division vers le nord pour renforcer les défenses des flèches. Koutouzov, à son quartier général de Gorki, ne participe que peu à la bataille, laissant les décisions tactiques à ses subordonnés. Barclay et Bagration ont passé la majeure partie de l'été à se disputer furieusement sur la stratégie. Mais à l'heure de la crise, ils mettent leurs différences de côté. Ils voient que l'attaque française principale tombe sur le centre et la gauche russe.
Alors Barclay ordonne au 2e corps du général Bagovout de se diriger vers le sud pour renforcer Bagration. Les combats autour des flèches s'intensifient. Les Français capturent l'un des retranchements, mais ils sont chassés par une contre-attaque russe. Davout lui-même est blessé au cours des combats, en tombant de son cheval mourant. Mais il refuse de quitter le terrain. Lorsque la cavalerie russe contre-attaque, le maréchal Murat lui-même mène la cavalerie française en avant pour les rencontrer. Le 3e corps de Ney se joint alors à l'attaque des flèches. Une charge des cuirassés russes oblige Murat à se réfugier dans un carré d'infanterie wurtembergeoise. Avec sa tenue flamboyante et son courage téméraire, Murat s'était même fait un nom parmi les Russes. Les Cosaques en particulier le tenaient en très grande considération et étaient impatients de le capturer vivant s'ils le pouvaient. Au sud, les troupes polonaises s'emparent d'Utitsa, que les Russes incendient avant de se retirer. Mais les renforts du général Bagovout arrivent juste à temps pour consolider le flanc russe. Vers 10 heures, Eugène lance une nouvelle attaque sur la Grande Redoute. Elle est brièvement capturée par la 1re division de Morand, avant que ses hommes ne soient repoussés par une féroce contre-attaque russe. Le commandant de l'artillerie de l'armée russe, le général Kouteïsov, âgé de 27 ans, est tué alors qu'il menait l'une de ces contre-attaques. Une mort héroïque, mais un coup difficile porté à l'organisation de l'artillerie russe pour le reste de la journée. Les combats continuent de faire rage autour des fortifications des Flèches. Jusqu'à 6 assauts français majeurs ont lieu, impliquant 45 000 hommes, avec des centaines de canons des deux côtés, crachant le feu sur les rangs serrés. Plus d'une fois, l'infanterie française parvient à pénétrer dans l'une des positions russes, pour être à nouveau repoussée par une charge de baïonnettes. Le corps westphalien de Junot est envoyé en renfort pour aider à chasser les tirailleurs russes des bois au sud. Le général Bagration est au plus près de l'action, supervisant la défense des Flèches, menant des renforts avancés et ordonnant des contre-attaques. Vers 10 heures, il est touché à la jambe par des éclats d'obus. Mortellement blessé, il est transporté hors du champ de bataille. Ébranlé par la perte de son commandant emblématique, l'infanterie russe épuisée commence à reculer et les Français mettent enfin la main sur les Flèches. Le maréchal Murat mène alors en avant la division de Friant, la dernière réserve du 1er corps, appuyée par des vagues de cavalerie lourde sur les deux flancs. Les grenadiers russes forment des carrés pour repousser les cuirassés français, pendant que leur propre cavalerie de la garde engage les Français dans une mêlée géante et confuse, menant à de lourdes pertes des deux côtés. Les Russes résistèrent avec acharnement, mais l'assaut combiné de l'artillerie, de la cavalerie et de l'infanterie française se révèle irréversible. Alors que les Russes se retirent, l'infanterie de Friant se ferait un chemin jusqu'au village de Samenovskaya. Le centre russe est en désordre et semble sur le point de s'effondrer. Le moment est venu pour Napoléon de porter le coup de grâce. Pendant la majeure partie de la journée, Napoléon reste à son quartier général près de Tchevardino. Ceux qui l'entourent diront plus tard que la maladie, ainsi que les efforts de la longue campagne, l'avaient laissé fatigué et irritable. Alors que le centre russe cédait, Murat et son état-major l'exhortèrent à envoyer sa dernière réserve, la garde impériale. L'empereur refuse. « Et s'il y a une autre bataille demain ?» leur demanda-t-il. « Où est mon armée ?» Mais il fit ici une exception.
Barclay continua à déplacer des troupes de son aile droite non engagées pour renforcer le centre. Ensuite, le 4e corps d'Osterman-Tolstoï arriva derrière le centre russe. Les observateurs français craignent qu'il ne se rassemble pour une attaque. Napoléon ordonne donc à l'artillerie de la garde du général Sorbier d'avancer. Ces batteries crachent un feu dévastateur sur l'ennemi. Pourtant, alors qu'elles sont fauchées dans leur rang, l'infanterie russe tient bon. Sur l'aile droite russe, tout sera calme. Le général Platov, commandant des Cosaques du Don, propose alors de mener une attaque sur le village de Borodino, faiblement défendu. Une fois l'autorisation obtenue, les généraux Platov et Ouravov mènent une force de 8000 Cosaques et cavaliers à travers la rivière Kalatcha. Ils tombent sur les troupes françaises et italiennes autour de Borodino, avec une surprise totale, semant la panique et le désordre. Le 3e corps de cavalerie de Grouchy doit être retiré de l'autre côté de la rivière pour repousser les Russes. Les commandants russes ont vu ce raid comme une occasion manquée. Cependant, il a retardé la prochaine attaque française de 2 heures et a peut-être persuadé Napoléon qu'il avait raison de retenir sa réserve. Vers 15 heures, les Français lancent leur plus grand assaut sur la Grande Redoute. Les artilleurs russes ciblent l'infanterie française qui avance vers leur front, permettant à la cavalerie française de déborder la redoute et de la charger par l'arrière. La cavalerie saxonne a été la première à y pénétrer, réduisant en miettes l'infanterie et les artilleurs russes, presque jusqu'au dernier homme. C'est un exploit étonnant de la part des cavaliers, contre toutes les règles de la guerre et un témoignage de la férocité des combats. Alors que l'infanterie d'Eugène consolide son emprise sur la redoute, il ordonne à toute la cavalerie disponible de faire avancer l'ennemi pour exploiter ce succès. Mais ils sont repoussés et arrêtés par les dernières réserves de la cavalerie russe. Eugène implore alors Napoléon d'engager la garde impériale. Mais une fois encore, l'empereur refuse. « Je ne détruirai pas ma garde », dit-il à son état-major. « Je suis à 800 lieues de la France et je ne risquerai pas ma dernière réserve. » À 17 heures, les deux armées sont dans un état d'épuisement total. Le champ de bataille est jonché de morts et de blessés. Certains bataillons d'infanterie ne peuvent rassembler qu'un tiers de leurs effectifs. La cavalerie ne peut avancer qu'au trot. Les équipages des canons s'effondrent d'épuisement. À l'approche du crépuscule, les combats s'éteignent lentement sur le champ de bataille. Napoléon et l'armée française s'attendent à ce que les combats reprennent le lendemain. Mais à l'aube, Koutouzov, ayant appris l'ampleur terrifiante des pertes russes, a ordonné un retrait. Les pertes des deux côtés sont énormes. Les pertes russes sont estimées à 44 000 hommes. Les pertes françaises, environ 30 000, dont 49 généraux. 12 d'entre eux ont été tués. La bataille de Borodino s'est avérée être la journée la plus sanglante des guerres napoléoniennes. L'armée russe ne peut pas livrer une autre bataille avant d'avoir reçu des renforts importants. Koutouzov décide alors d'abandonner Moscou. Le 15 septembre, une semaine après sa victoire à Borodino, Napoléon entre dans la ville. Il la trouve pratiquement déserte. Et déjà, les premiers incendies sont déclarés.
Le 15 septembre 1812, 83 jours après l'invasion de la Russie, une semaine après sa coûteuse victoire à la Moskova, Napoléon entre à Moscou. Il s'attendait à être accueilli par des dignitaires offrant officiellement la reddition de la ville. Au lieu de cela, il découvre que 90% des habitants de Moscou ont fui. Un incendie s'était déclaré la nuit précédente et était imputé à des soldats ivres. Mais au cours des 48 heures suivantes, les incendies ont continué à se déclarer dans Moscou, jusqu'à ce que la majeure partie de la ville soit en feu. Le comte Fyodor Rostopchine, gouverneur de la ville, avait ordonné que Moscou soit détruite plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Et maintenant, les incendies étaient délibérément déclenchés par des criminels russes, libérés de prison et agissant sur ordre de la police. Les soldats français rassemblèrent et tirèrent sur tout ce qu'ils pouvaient attraper. Mais l'enfer était impossible à contenir. En 4 jours, les 2/3 de Moscou furent détruits. Les incendies enfin maîtrisés, les soldats de Napoléon se tournèrent vers le pillage systématique de la ville en ruine. Depuis ses nouveaux quartiers au Kremlin, Napoléon envoie une lettre à l'empereur Alexandre à Saint-Pétersbourg, l'invitant à faire la paix et à mettre fin à la guerre. Cependant, il ne reçut aucune réponse. Napoléon attendit, confiant qu'Alexandre finirait par négocier. Mais plus les jours passèrent, plus son inquiétude grandit. Les raids cosaques perturbent ses communications vitales avec Paris, ainsi que l'arrivée des fournitures. L'attrition constante des forces ennemies et des renforts russes fait en sorte que Napoléon est en infériorité numérique pour la première fois de la campagne. Des rumeurs lui parviennent également, selon lesquelles ses alliés réticents, la Prusse et l'Autriche, sont en pourparlers secrets avec ses ennemis. Napoléon avait proposé que l'armée hiverne à Moscou, mais cela paraissait désormais trop dangereux. À contre-cœur, il accepte que l'armée doit retourner à Smolensk pour trouver des quartiers d'hiver sûrs. Napoléon savait à quel point les hivers russes pouvaient être rigoureux, mais il continua à retarder son départ, rassuré par le beau temps d'octobre, en espérant toujours recevoir un message d'Alexandre offrant la paix. Le message ne viendra jamais. Le 13 octobre, les premières neiges légères tombèrent. 5 jours plus tard, Koutouzov lança une attaque surprise contre l'avant-garde de Murat à Vinkovo et la vainquit. Napoléon, piqué au vif, donne l'ordre à l'armée de quitter Moscou le lendemain. « 100 000 hommes de la Grande Armée quittent Moscou dans une colonne de 16 km de long, avec environ 40 000 voitures et charrettes. Il y avait aussi des femmes et des enfants, les femmes de militaires et les vivandières, celles qui cuisinaient pour les soldats ainsi que quelques civils. Chaque chariot et chaque paquet étaient remplis d'autant de nourriture et de butin possible. Au moment du départ, le sergent Bourgogne de la garde impériale fait l'inventaire de son sac. Il contenait plusieurs kilos de sucre, du riz, des biscuits, une demi-bouteille de liqueur, une robe de femme en soie chinoise brodée d'or et d'argent, plusieurs ornements en or et en argent, parmi lesquels un morceau de la croix d'Ivan le Grand. En plus de cela, j'avais mon uniforme, un grand manteau d'équitation de femme, 2 images en argent en relief, longues de 12 pouces et hautes de 8 pouces. Le tout de la plus belle facture. Également plusieurs médaillons et un crachoir de prince russe, serti de pierres précieuses. Je portais par-dessus ma chemise un gilet de soie jaune que j'avais confectionné moi-même avec une jupe de femme. Par-dessus, une grande cape doublée d'hermine et une grande bourse accrochée à mon côté par un cordon d'argent. C'était plein de choses diverses, parmi lesquelles un crucifix en or et en argent et un petit vase en porcelaine chinoise. Ensuite, il y avait mes armes à feu,
ma poudre et 60 cartouches dans la boîte. Cette armée lourdement encombrée ne réalise pas encore qu'elle est engagée dans une course contre la montre. Les Russes commençaient à se déplacer contre les flancs de Napoléon, profonds de 885 km. Ce jour-là, l'armée de Wittgenstein repoussait à Polotsk les forces en infériorité numérique du maréchal Saint-Cyr et attirait le 9e corps de Victor vers l'ouest pour les soutenir. Au sud, l'avancée de l'amiral Tchitchagov fit reculer le corps autrichien de Schwarzenberg pour couvrir Varsovie. Le couloir se fermait. Et puis, il y avait la météo. Même si Napoléon était convaincu que son armée pourrait atteindre ses quartiers d'hiver à Smolensk en 20 jours, bien avant l'arrivée des températures les plus extrêmes. Napoléon envisageait de se retirer via Kalouga, à travers un pays préservé où l'armée pourrait se ravitailler. Mais Koutouzov envoie le 6e corps du général Dokhtourov pour bloquer la route à Maloyaroslavets. Au cours de combats acharnés, les troupes italiennes du 4e corps d'Eugène chassent les Russes de la ville. C'est une victoire durement gagnée, qui n'est pas sans rappeler les combats de la Moskova. Koutouzov se tient désormais entre Napoléon et Kalouga. Napoléon prend alors la mesure inhabituelle de conférer avec ses maréchaux. Et après avoir discuté de diverses options, il décide que plutôt que de chercher une bataille majeure, l'armée se retirerait par le chemin qu'ils avaient parcouru le long de la route de Smolensk. Napoléon avait espéré éviter cette route, car cela impliquait de revenir à travers un pays déjà dépourvu de ravitaillement. Le lendemain des combats de Maloyaroslavets, Napoléon est presque capturé par un groupe de Cosaques et sauvé seulement par la charge du général Rapp à la tête de son escorte. Après l'avoir échappé belle, Napoléon fit confectionner une fiole de poison pour la porter autour du cou en cas de capture. L'armée de Napoléon se mit en route vers sa nouvelle route, suivie, à distance respectueuse, par l'armée de Koutouzov au sud. Ils passèrent devant le vieux champ de bataille de la Moskova, un spectacle macabre et troublant, où des corbeaux picoraient des cadavres à moitié enterrés. Les marches incessantes commencent rapidement à fatiguer les hommes et les chevaux. Quelques jours plus tard, la température est tombée en dessous de zéro. Les chevaux de l'armée, surmenés et affamés, meurent en masse. La discipline commence à s'effondrer, certains conducteurs ayant simplement jeté les malades et les blessés sur le bord de la route pour tenter d'assurer leur propre survie. Alors que la colonne française devenait de plus en plus tendue, le général Miloradovitch, commandant l'avant-garde de Koutouzov, tomba sur l'arrière-garde de Davout, à l'extérieur de Vyazma. Pendant quelques heures, le premier corps de Davout fut coupé, jusqu'à ce qu'Eugène et Ney viennent à son secours. La bataille s'est terminée par des combats de rue à Vyazma, alors que les Français ont évacué en toute hâte la ville en feu. Pour les soldats de la Grande Armée, peu habitués aux retraites et aux déroutes, Vyazma constitue un coup alarmant et démoralisant. Le 4 novembre, il a commencé à neiger abondamment. La nuit suivante, les températures ont chuté jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Peu d'hommes et de femmes disposaient de vêtements d'hiver adéquats ou avaient accès à un abri. Beaucoup meurent de froid pendant la nuit. Le lendemain matin, les chariots et les armes sont abandonnés. De nombreux soldats cherchent désormais à se sauver, ignorant les officiers, volant des chevaux et de la nourriture et quittant la colonne
pour parcourir la campagne à la recherche de ravitaillement. Beaucoup de ces fourrageurs sont trouvés par les Cosaques. Certains coupés ou transpercés, d'autres dépouillés de tout ce qu'ils possédaient et laissés geler. Dans quelques cas, ils sont remis aux paysans, avides de représailles contre les envahisseurs étrangers qui ont pillé tout ce qu'ils possédaient. Alors que l'armée progresse vers Smolensk à travers des tempêtes terribles, Napoléon ordonne au 4e corps de Gênes de se diriger vers Vitebsk, où se trouvent d'importants dépôts de ravitaillement français. Mais Vitebsk est déjà tombé aux mains des Russes. Le 4e corps est trop faible pour se frayer un chemin et rejoint l'armée, sans son artillerie et la plupart de ses bagages. Un colonel qui a vu le 4e corps à ce stade décrit des hommes, sans chaussures, presque sans vêtements, épuisés et affamés, assis sur leurs sacs, dormant à genoux et ne sortant de cette stupeur que pour griller des morceaux de viande de cheval ou faire fondre des morceaux de glace. 3 semaines seulement après avoir quitté Moscou, un tiers de l'armée est mort ou capturé. Environ la moitié des autres forment une armée croissante de retardataires, des hommes sans unité, prêts à se battre uniquement pour survivre. Napoléon atteint Smolensk le 9 novembre. Les premières troupes arrivées en ville saccagent les dépôts de ravitaillement, ne laissant rien à ceux qui suivent, y compris l'arrière-garde de Ney, arrivé 6 jours plus tard. Napoléon avait espéré faire de Smolensk sa base d'hiver, mais l'état de l'armée et le manque de ravitaillement l'obligent à poursuivre sa retraite. Mais les 5 jours qu'il passe là-bas donnent à Koutouzov le temps de faire demi-tour et de préparer une embuscade. Lorsque la retraite française reprend, il frappe à 50 km à l'ouest de Smolensk, à Krasny. Au cours de 3 jours de combats désespérés dans la neige jusqu'aux genoux, Napoléon utilise sa garde impériale pour maintenir la route ouverte, tandis que les corps de Gênes et Davout se feraient un chemin à travers l'embuscade avec de lourdes pertes. 2 régiments de la jeune garde reçoivent l'ordre de lancer une contre-attaque sacrificielle pour tenir les Russes à l'écart et sont pratiquement anéantis. Koutouzov a retenu une grande partie de ses troupes et a été accusé de ne pas avoir tenté de détruire l'armée de Napoléon lorsqu'il en avait l'occasion. Il est possible qu'il était préoccupé par le nombre de conscrits bruts dans sa propre armée, qui souffre également terriblement des conditions glaciales. Tous les corps français n'ont pas percé à Krasny. Le maréchal Ney et ses 6000 hommes d'arrière-garde arrivent le 18 novembre pour trouver la route bloquée par 60 000 soldats russes et aucun signe de soutien promis de la part du 1er corps de Davout. Les hommes de Ney se précipitent contre les lignes russes avec un courage désespéré, mais sont mitraillés. Rejetant plusieurs invitations à se rendre, Ney mène les survivants dans une audacieuse traversée nocturne du fleuve Dniepr. Puis à travers 72 km de terrain découvert, sous l'attaque constante des Cosaques de Platov, pour atteindre Orsha. Au moment où Ney rejoint l'armée, son arrière-garde ne comptait plus que 800 combattants, à la tête d'une colonne de plusieurs milliers de traînards. L'armée considère son action comme miraculeuse. Lorsque Napoléon apprend la nouvelle, il surnomme immédiatement le maréchal Ney, le brave des braves. Napoléon avait échappé à un piège. Mais maintenant, 3 armées russes se rapprochent de directions différentes et le dépassent en nombre de près de 3 contre 1. De l'Est, l'armée principale de Koutouzov, forte de 65 000 hommes. Du Nord, Wittgenstein avec 30 000 hommes, repoussant progressivement le 9e corps du maréchal Victor. Et au Sud, l'armée de Moldavie de l'amiral Tchitchagov, forte de 34 000 hommes,
ayant détaché le maréchal Ostensacken avec 30 000 hommes pour empêcher les Autrichiens de Schwarzenberg et le corps saxon de Rainier de marcher au secours de Napoléon. Napoléon se dirige vers Minsk, une importante base d'approvisionnement française dotée de vastes réserves de nourriture, de vêtements, de chaussures et de munitions, dont son armée avait désespérément besoin. Mais le 21 novembre, une nouvelle désastreuse arrive. Minsk est tombé aux mains de Tchitchagov, qui a ensuite marché vers Borisov, chassé la garnison polonaise et capturé son pont sur la rivière Berezina. En droit, la Berezina aurait dû geler à présent, de sorte que Napoléon aurait pu la traverser n'importe où. Mais un dégel soudain a transformé la rivière en un torrent de glace et d'eau glaciale. Napoléon est enfin rejoint par le maréchal Oudinot et son deuxième corps, qui n'a pas autant souffert que la colonne principale lors de sa retraite de Polotsk. Oudinot lance une contre-attaque immédiate sur Borisov et reprend la ville, mais ne parvient pas à empêcher les Russes de brûler le pont. Sans autre pont à des kilomètres dans les deux sens, il semble que l'armée épuisée de Napoléon soit finalement condamnée. Mais il reste une lueur d'espoir. La cavalerie polonaise a trouvé un gué de l'autre côté de la rivière, près du village de Studienka. Napoléon donne une avalanche d'ordres. Le deuxième corps doit simuler les préparatifs d'une traversée de la rivière au sud de Borisov. Le 9e corps de Victor, arrivant du nord, doit former une arrière-garde à l'est de Studienka pour tenir les Russes à distance, tandis que les ingénieurs travaillent aussi rapidement, autant que possible, pour construire des ponts flottants sur la rivière et donner à l'armée de Napoléon une chance de s'échapper. L'après-midi du 25 novembre, les ingénieurs néerlandais du général Eblé commencent à construire 2 ponts flottants de 300 pieds sur la rivière Berezina. Ils travaillèrent jour et nuit, parfois jusqu'à la poitrine dans l'eau glacée, et ont achevé les 2 ponts en moins de 24 heures. Peu d'ingénieurs survécurent à cette épreuve. Tchitchagov a été totalement trompé par la diversion au sud de Borisov et déplaçait ses troupes vers le sud pour y faire face, permettant à l'armée de Napoléon de commencer à traverser ces ponts branlants, pratiquement sans opposition. Le 2e corps d'Oudinot a ouvert la voie pour sécuriser une tête de pont, suivi le lendemain par les restes de l'armée principale. La priorité est donnée aux troupes formées, encore capables de combattre. Pour le moment, l'immense foule de retardataires de l'armée restait sur la rive opposée. Au moment où Tchitchagov réalise son erreur et commence à se déplacer vers le nord, Napoléon a des troupes en place pour défendre le passage. Sur la rive est, la 12e division du général Parthenot, 4000 soldats relativement frais du 9e corps de Victor, forment l'arrière-garde. Alors que les Cosaques de Platov approchent par l'est, l'avant-garde de l'armée principale de Koutouzov, Parthenot, tente de rejoindre le 9e corps. Mais pris dans un blizzard tourbillonnant, avec une visibilité jusqu'à 50 mètres, il marche directement vers l'armée de Wittgenstein. Sa division entière a été tuée ou capturée. Le lendemain matin, Tchitchagov et Wittgenstein lancent des attaques coordonnées des 2 côtés du fleuve. Des combats désespérés ont lieu sur la rive ouest, où le maréchal Oudinot est encore grièvement blessé. Mais son infanterie suisse tient la ligne, jusqu'à ce que les cuirassiers du général Doumerc, dernière cavalerie lourde de l'armée, chargent et mettent en déroute les Russes. Au prix de grands frais, les troupes polonaises et allemandes de l'arrière-garde de Victor retiennent les Russes jusqu'à la nuit, puis se retirent sur les ponts.
Depuis 2 nuits, les officiers essayent de faire traverser le grand nombre de retardataires sur le pont lorsqu'ils sont vides. Mais avec des températures atteignant moins 30 degrés Celsius, ils préfèrent rester sur place, blottis autour de leur feu. À l'aube du 29, alors que l'armée française reprend sa marche et que les Russes approchent, des milliers de traînards se précipitent paniqués vers les ponts. Des dizaines de personnes sont écrasées, d'autres tombent ou sont poussées à l'eau ou essaient de nager, ce qui est une mort certaine. Lorsque les ingénieurs français brûlent les ponts à 9h du matin, des milliers de personnes sont coupées et laissées à la merci de l'avancée des Cosaques. Certains sont devenus prisonniers, d'autres reçoivent le coup de grâce. Depuis le début de la retraite 43 jours plus tôt, la Grande Armée a parcouru plus de 800 km, épuisée et sous des attaques constantes. Et pendant les 23 derniers jours, dans des températures mortelles en dessous de zéro, sans vêtements ni abris appropriés. À cette époque, la force de combat de la Grande Armée a été réduite d'environ 124 000 hommes à 20 000. Le même nombre de retardataires traîne derrière l'armée. Le temps se dégrade davantage lorsque l'armée approche Vilna, avec des températures tombant jusqu'à moins 37 degrés. Les armées russes sont au moins maintenant retenues, laissant l'hiver, les Cosaques et les paysans russes achever les envahisseurs. Le 5 décembre, Napoléon quitte l'armée, voyage incognito à travers l'Europe à une vitesse vertigineuse et atteint Paris en seulement 13 jours. Naturellement, les satiristes anglais profitent du fait que Napoléon semble abandonner son armée vaincue. Et de nombreux soldats crient à la trahison. Mais ces généraux soutiennent sa décision de partir. Des nouvelles arrivent de Paris au sujet d'un coup d'État manqué. Et il y a beaucoup de travail à faire pour reconstruire l'armée et rassurer les alliés de la France. Le 9 décembre, 51 jours après le début de la retraite, environ 20 000 survivants en lambeaux de la Grande Armée traversent le fleuve Niémen pour revenir en territoire polonais ami. Selon la légende, le maréchal Ney aurait été le dernier à traverser le pays. L'invasion de la Russie par Napoléon s'est avérée être l'un des plus grands désastres militaires de l'histoire. Il avait commis des erreurs de calcul fatales sur la géographie, la logistique et surtout sur la réaction politique et stratégique de la Russie à son invasion. Ces bévues coûtent à son empire environ un demi-million d'hommes, ainsi qu'un quart de million de chevaux et 1000 canons. Autrement dit, sur 12 hommes qui ont marché en Russie avec la Grande Armée, l'un d'entre eux a été tué au combat ou est mort de ses blessures. 2 d'entre eux sont faits prisonniers et 1 meurt en captivité. 7 sont morts de maladie ou des effets du climat. Et seuls 2 d'entre eux sont revenus vivants. Beaucoup plus de soldats sont morts au cours de l'avancée estivale à cause de la chaleur, du typhus et de la dysenterie que lors de la retraite hivernale. Les pertes militaires russes ont été estimées à 150 000 personnes et un nombre énorme mais inconnu de morts civiles.
La campagne de Russie fut une catastrophe pour Napoléon, pas seulement en perte de troupes et de ressources, mais aussi en dommages au prestige et à la réputation. Cet hiver-là, tous ses ennemis sentaient sa faiblesse et se préparaient à unir leurs forces contre lui pour la première fois. Mais l'empereur n'allait pas chuter sans combattre. De retour à Paris, il avoua à ses ministres : « La fortune m'a ébloui, messieurs. Je me suis laissé égarer. Au lieu de suivre mon projet, je suis allé à Moscou. Je pensais que je ferais la paix là-bas. Je suis resté trop longtemps. J'ai commis une grave erreur, mais j'aurai les moyens de la réparer. » Merci à tous les supporters de Patreon qui rendent cette série possible. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et bénéficier d'avantages gratuits, notamment un accès anticipé sans publicité et des mises à jour de production exclusives, vous pouvez visiter notre page Patreon.